L'eau, autrefois vénérée pour ses fabuleuses propriétés, nous pouvons même remonter au-delà de l'Antiquité. Quelles que soient les religions, quelles que soient les traditions, bien souvent symbole de purification, d'union, de bénédiction. Nous en sommes tous issus à l'unisson. Peu après notre conception jusqu'à l'âge du nourrisson, durant les 9 mois de notre première évolution, la poche des os se rompt pour terminer notre incarnation. Elle entre dans la composition des humains, de tous les animaux, de toute la végétation. D'absolument tout, elle est notre trait d'union. Elle irrigue du ciel vers la terre avec ses subtiles vibrations. Puis remonte se régénérer, exquis cycle avec l'évaporation. Sans elle, aucune vie n'est possible en réalité. Aux 3 autres éléments, elle est intimement liée. Liquide, solide, en gaz même, elle sait se transformer. Elle s'adapte à tout, elle ne sait que s'accorder. Elle reste un énorme mystère car à peine exploré. Nous savons elle est sur Mars, sur la Lune, mais l'eau reste en grande partie inexpliquée. À part quelques rudiments survolés lors de notre scolarité. Aujourd'hui, j'ai le privilège, la chance de rencontrer un homme tellement passionné, émerveillé. Chercheur, sculpteur, artiste, sa vie à l'eau il l'a dédiée. Venons le découvrir et une partie de son savoir nous sera amicalement dévoilée. Dans ce magnifique écrin paradisiaque d'un hectare 5 de nature composée, de forêts, d'odorants massifs fleuris, de potagers. En 1992, par Michael et Sylvie Monziès créés, les jardins d'eau vive nous ouvrent aujourd'hui leurs portes de cet univers enchanté. Posons-nous un instant, les paroles du maître des lieux, nous allons écouter. La particularité de ces fontaines, c'est qu'effectivement l'eau descend du haut vers le bas, mais en plus on voit un mouvement de balancier de la gauche sur la droite. C'est un écho au méandre de la rivière, Oui. que dans la rivière, bien sûr, le mouvement d'eau se fait de la droite à gauche quand on est dans une zone assez plate, ce qui signifie que l'eau va toujours dériver de la ligne droite. Et là, on a retenu les méandres de droite et les méandres de gauche pour en faire non plus une boucle qui descend en S vers le bas de la vallée, mais une boucle qui revient sur elle-même, de sorte que ça forme une figure de demi-strate, une figure de 8. Le symbole de l'infini. Voilà, le symbole de l'infini, et puis surtout l'intérêt, c'est que l'eau reste dans les formes plus longtemps, et donc absorbe la lumière, l'air, et donc se vivifie par le mouvement, D'accord. le contact de l'extérieur. Donc c'est une manière de la dynamiser d'une manière naturelle, mais ça fait rien de... Tout à fait, c'est une façon d'intensifier le mouvement de la nature sur un univers plus court. Quand on est dans les zones construites, c'est très intéressant parce qu'on réoxygène le milieu, c'est toujours utile pour la vie bactérienne et l'équilibre aquatique. Donc on arrive même à éliminer de l'infini avec cette façon. D'accord.
Bonjour Michael, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Donc nous venons de faire une petite visite guidée de ton coin de paradis que tu as créé. L'idée maintenant c'est que tu nous parles de toi. Quel est ton parcours avant d'arriver à l'eau, rapidement, et surtout qu'est-ce qui t'a amené à l'eau et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec l'eau? Ce qui m'a amené à l'eau, déjà, c'est étant petit, je parcourais, pour aller à l'école, je traversais une rivière, une source et un fossé, et je passais beaucoup de temps à jouer dans les petits courants d'eau quand je rentrais de l'école. Et je crois que c'est le fait de traverser le pont tous les jours, 4 fois par jour, c'était pas rien pour un petit enfant, de revoir l'eau toujours qui coule sous le pont. Et après, dans le contexte de ma vie familiale, j'ai été porté à travailler avec la nature. Et mon milieu familial, c'était l'agriculture. Donc, on a travaillé beaucoup dans le soin de la terre avec la biodynamie. Et nous avions donc dans la famille une ferme polyculture-élevage. On y faisait des légumes, des pleins champs, toutes sortes de choses qu'on transformait aussi. Et la vie de la terre, donc, c'était quelque chose qui était important dans la philosophie de la famille. Et moi, ce qui m'a intéressé après, c'est d'approfondir sur un plan plutôt culturel, et qu'est-ce qu'il y avait en amont de tout ce que l'agriculture saine peut avoir comme signification dans notre vie. Alors j'ai fait des études artistiques et arts et sciences en Angleterre, dans laquelle j'ai rencontré la philosophie de Goethe. Voilà. Et son travail, les recherches de Goethe qui sont très peu connues en France. Et pourtant, il y a beaucoup d'instituts Goethe dans le monde entier. Le travail de Goethe, ça a été de trouver le phénomène, d'observer la nature et trouver les phénomènes qui existent dans la nature de toutes sortes de choses. Ça peut être un être vivant comme une fourmi, comme une vache. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui m'a intéressé, c'était le mouvement de l'eau. Voilà, la nature de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a à nous dire, à nous montrer sur les phénomènes de la vie. Voilà, comment est-ce qu'elle engendre la vie, et tout ça, c'est des questions qui m'ont animé pendant toute ma jeunesse. Et donc, j'ai muté après ces études, 7 ans passés en Angleterre. On a créé ce lieu avec mon épouse, Sylvie, qui est un lieu en fait où on fabriquait le concept que j'ai rencontré en Angleterre. Et j'ai créé aussi des formes sur la base de personne de John Wills qui était un sculpteur de formation et qui lui-même avait rencontré la recherche de Theodor Schwenk, l'auteur du livre Le chaos sensible. Alors c'est un ingénieur en hydrodynamique, vivait en Allemagne et a beaucoup recherché sur les mouvements de l'eau et tout ce qui existe dans les organes et les organismes vivants. Voilà, comment s'exprime une plante, on a vu, on le voit dans les photos là qu'on a vues. Et tout ça me parlait vraiment dans toutes ces lois, ces mystères, les mystères de l'eau, j'avais envie d'approfondir. Et donc, à la suite de ces années passées en Angleterre, on est venu s'installer ici, dans cet endroit qui était un roncier. Et on a fait un jardin d'eau vive pour répondre aux besoins de l'atelier où je fabriquais donc le concept que j'ai rencontré en Angleterre, créé par John Wilkes, et que l'on a développé ici, on a mis on a intégré dans la nature, dans le paysage. Excuse-moi. Voilà, donc au début on a commencé par une activité artisanale, donc de création, fabrication de cascades, fontaines et cascades, que l'on a baptisé en français Vasque Vive. Le nom international c'est Flowform. Flowform. Donc
vasque vive, ça correspondait bien à la traduction française, parce que ça vivifie l'eau par le mouvement et par un mouvement intensif qui est non seulement le balancier, mais aussi le phénomène tourbillonnaire, sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années, en accentuant justement le mouvement vertical à partir de ce mouvement de balancier horizontal. Voilà. Donc je me suis inspiré des travaux de recherche de Victor Schauberger. C'est un forestier qui a aussi, comme moi, pas eu de parcours académique et qui a découvert à travers le tourbillon, le vortex, des forces qui sont décuplées pour l'eau et qui travaillent partout dans la nature, qui sont visibles partout dans la nature, parce qu'une plante, elle monte aussi en tourbillon vers le ciel et elle accueille les forces célestes dans ses veines, par la sève. Et donc la plante est ni plus ni moins un intermédiaire entre le ciel et la terre. Et l'eau est juste le vecteur de ces forces de vie qui sont attirées dans l'eau par la chaleur, par les influences des constellations, des planètes et tout ça qui travaillent sur la plante et qui la forment avec une identification qui lui est propre. Si c'est un conifère, eh bien, il va être plus en vertical comme ça. Si c'est un nénuphar, il va être plus à l'horizontale. Le nénuphar, lui, par définition, il est dans l'eau. Il vit dans un univers aquatique. Et le conifère, un peu en comparaison polaire, eh bien, lui, il se dresse vers le ciel comme une flamme, voilà, à la verticale. Alors, toutes ces expressions de la nature m'ont beaucoup interpellé. Et du coup, j'ai essayé de mettre en application un peu plus en détail dans les formes que John Wilkes avait mises en œuvre déjà dans les années 70. Voilà. Alors, tout ça, on a progressé à plusieurs sculpteurs autour de la planète. Et j'ai particulièrement œuvré pour l'agriculture. Et aujourd'hui, il s'avère que le brassage par le mouvement de ces formes qui accueillent 15 à 18 mètres cubeurs à l'intérieur, qui au demeurant d'ailleurs est poussé par une 50 watts pour 18 mètres cubeurs. Voilà, c'est vraiment insignifiant. Et donc, on optimise en fait et on intensifie tous ces mouvements qui sont présents dans la nature. On intensifie quelque chose qui autrement prend des linéaires beaucoup plus longs sur une rivière en fait. Voilà. C'est pour ça que dans les zones construites c'est intéressant parce que très souvent on a des eaux stagnantes et l'eutrophisation elle arrive parce que justement il y a une stabilisation de toutes ces eaux qui sont fermées avec la prolifération d'algues, de lentilles, etc. Et l'oxygène va être un remède pour ces milieux aquatiques. D'accord. Voilà. Alors ici, on a essayé de mettre en application justement ces outils de différentes façons. Alors on a commencé toujours, on va dire au départ, par le jardin, le besoin de jardin, parce que c'était plus dans l'air du temps de créer des jardins avec de l'eau qui circule pour le bien-être. Et puis progressivement, je me suis orienté sur le côté agricole parce qu'il y avait un besoin vraiment du côté de l'agriculture pour régénérer les eaux, soit les eaux de rétention, soit les eaux de traitement. Parce que quand on traite une eau avec la cascade que nous avons vue là dans le bas du jardin, eh bien c'est une cascade qui monte le taux d'oxygène à saturation en l'espace d'une demi-heure sur 1000 litres. Voilà, ce qui est quand même assez conséquent et avec peu d'énergie demandée en fait. Voilà. Quelles sont ces planches et qu'illustrent-elles? Alors là ici on a justement
une goutte de rosée. Ça, c'est les gouttes de rosée qu'on a ici au bord, là, sur une feuille de lupin. Et au milieu, c'est l'eau qui est retenue par la feuille. Donc il y a toutes les conditions pour que l'eau, avec sa formation, sa peau qui est active, crée une goutte plus grosse. Et ça, c'est quelque chose, une figure qu'on peut voir le matin seulement lorsque l'eau, après une pluie, elle est restée dans la feuille. Et ça nous montre comment l'eau, en fait, a une tendance à créer une forme sphérique. Voilà, c'est la goutte d'eau très grossie ici. Et c'est cette énergie qui est autour qui permet à l'eau de rester, à être son propre contenant, en fait. Voilà, pour la première figure. Pour la deuxième figure ici c'est un mouvement que l'on fait dans une eau qui est un petit peu colorée, on fait comme ça. Et puis en allant tout droit, eh bien, on obtient des mouvements qui sont ondulés. Voilà, et en bas, des volutes. Voilà. Ici, Alors, ce qui marque ce que je disais tout à l'heure, c'est que les volutes ne sont pas sans rappeler le système génital féminin. Tout à fait, ou la méduse, ou voilà, toutes les formes de la nature qui sont issues du monde, enfin des formes vivantes, sont issues du monde organique. Hein, tout ce qui est en croissance passe par l'eau. Et ici, justement, on a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'on a même la métamorphose, c'est un degré un peu plus rapide de vitesse, une vitesse plus rapide entre cette première figure et la deuxième. Et celle-ci a engendré un méandre plus important, plus contrasté. Et de plus, ici, nous avons déjà la formation de quelques feuilles. Là. Et ça nous rappelle vraiment le système végétatif d'une plante. Et là, on est dans une salade qui a 97% d'eau. Voilà. Donc les formes d'eau sont très présentes aussi, les mouvements. Et on voit bien là, cette spirale qui a formé le petit sujet de la nature. Ici, c'est un mouvement d'eau qui montre la tripartition de l'eau, avec la partie laminaire ici, la partie rythmique et la partie chaotique. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement cette zone-là de rythme, où il y a un échange entre l'intérieur et l'extérieur, et un mouvement de balancier, voilà, ici, entre la droite et la gauche. Voilà. J'aime beaucoup ta comparaison tout à l'heure, tu me parlais de donner-recevoir. Eh bien, effectivement, ici, on a un flux d'eau qui vient dans un contenant d'eau, hein, c'est pris en aquarium, un flux d'eau au milieu qui est coloré, et le flux, donc, il avance à une certaine vitesse. Voilà, pour réunir ces conditions-là, il y a pas mal de paramètres. Et en fait, ici, autant ici l'eau, elle pousse et puis c'est très directif, autant ici, il y a un échange entre l'eau qui est autour et qui accueille ce mouvement qui arrive, et il y a un échange que l'on peut interpréter ça comme un donner et recevoir. Alors, quelle est cette machine? Alors, c'est un petit instrument démonstratif qui montre comment les tourbillons fonctionnent dans la nature. On voit bien comment au milieu ça tourne très vite, et sur les bords, avec les petites poussières qui sont dans l'eau là, on voit que ça tourne plus doucement. Et la vitesse s'accélère au centre. Et quand on a une sortie, eh bien on crée un entonnoir. Ça, c'est une torsion de l'eau, on étire l'eau en fait et on l'ouvre encore plus à la lumière et à l'air justement pour lui donner un nouveau souffle de vie. Et c'est ce que font les rivières tout autour de la Terre, avec des gros et des petits tourbillons jusque derrière un grain de sable. On le trouve évidemment aussi dans l'air avec ces tornades. Notre ami Henri nous a demandé de faire le test de l'encre. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, l'encre, c'est pour rendre visible le phénomène que l'on ne voit pas dans la nature, à savoir, là, on va faire l'expérience d'une goutte qui tombe du ciel sur une eau stagnante, et on la rend visible
par de l'encre. On voit bien le rebond. On a une petite forme de méduse, un petit peu qui se... Là, on a un anneau qui se forme après la méduse, et cet anneau, ancré de nouveau, un peu comme une couronne à l'envers, et tous ces voiles nous montrent que l'eau est faite de membranes, et c'est typiquement les formations organiques que nous avons rendues visibles par l'encre. C'est une vraie poésie. Pour rendre visible ce qui se passe dans le vortex. Wow. Donc là, nous avons fait un vortex et l'encre permet de voir concrètement le mélange qui s'opère à l'intérieur de ce vortex. Voilà. Il y a des petits grains qui montrent la vitesse de rotation, et puis l'encre qui est un peu plus dissoute nous montre le mouvement de voile qui monte et qui descendent, parce que l'eau tente aussi à monter et descendre. On le voit aussi dans les petites aspérités qui sont intérieures. On voit un mouvement d'expansion et de contraction également en surface. C'est impressionnant. Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec la force centrifuge, ça va en s'écartant, mais il y a un mouvement de contraction. C'est ça. D'accélération de la vitesse et de ralentissement. Voyez, on ouvre le robinet, ça recrée Le vortex. le vortex. Et si je le ferme, on crée une onde de retour qui se répercute dans tout le mouvement de l'eau. Là, il n'y a pas de conflit, l'eau se remet dans une harmonie et sa souplesse. Les petites poussières qui vont beaucoup plus vite quand elles approchent le tourbillon, comme l'extérieur, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi optimiser l'eau que l'on va boire? Alors, en fait, l'eau que nous buvons est souvent été stagnante, soit dans un tuyau, soit dans un contenant, une bouteille, etc. Et ces eaux-là, en fait, sont en dormance et ont un taux d'oxygène qui est très réduit. Et le mouvement, en fait, active l'eau. Voilà, par exemple, si on donne une eau qui est calme, qui est restée stagnante à un chat dans un bol,
et qu'on met une eau qui vient de bouger, eh bien le chat va aller sur l'eau qui a bougé. Donc instinctivement, nous aussi, on recherche des eaux qui sont brassées. Alors ça, c'est le côté sensoriel. Mais au-delà de ça, il y a dans le mouvement de l'eau, il y a un apport d'oxygène et de lumière qui sont aussi très porteurs de vie dans la vie de l'eau, dans nos organismes. Et l'eau qui a bougé est plus biocompatible avec notre corps. En l'occurrence ici, nous avons un petit instrument qui est tout simple qu'on met sur la table et qui sert de carafe en même temps. Et je vais commencer par simplement le mettre à l'envers. Voilà, on va voir comme l'eau ne coule pas, elle reste en bulle. Comme ça, il y a une petite bulle à l'intérieur, c'est juste un raccord avec un étranglement au milieu. Et il y a une petite bulle qui empêche l'eau de descendre. Et cette petite bulle, en fait, autour d'elle, il y a une énergie plus-moins qui travaille et qui crée du mouvement. L'eau est toujours en mouvement, surtout à sa peau. Voilà. Alors, l'objectif va être d'ouvrir, de créer des surfaces, augmenter les surfaces de l'eau par le mouvement. Alors, si je tourne en haut, j'engendre un mouvement tourbillonnaire, parce qu'on a toutes les conditions ici pour créer un tourbillon, que l'on peut voir apparaître entre les deux flacons. Alors, ça c'est une façon d'étirer l'eau aussi, et qui permet d'insuffler de l'air dans l'eau. Et là, certaines vases que nous avons vues en cascade, on arrive à monter le taux d'oxygène à saturation, 100%, dans une eau qui a été brassée par le mouvement rythmique et tourbillonnaire. Ici, on est dans le tourbillon, et on voit bien que l'eau, en fait, on augmente ses surfaces, et ces surfaces, ce sont aussi des infrarouges qui pénètrent l'eau, qui viennent, parce que l'eau est avide d'infrarouges. Et la dynamisation se fait à la lumière. C'est toujours mieux de faire une dynamisation à la lumière, à la température ambiante. Pour la conservation, c'est opposé, il vaut mieux la conserver dans un endroit sombre et frais. D'accord. Voilà. Mais pour la dynamiser, c'est un endroit lumineux. Voilà. D'accord. Température ambiante. Voilà, c'est ça. Ok. Quelles sont les gravures qui sont au fond de la carafe? Alors ça, c'est un symbole géométrique qui remonte aux anciennes civilisations. La fleur de vie, et c'est une composition de petites étoiles qui sont posées de façon hexagonale et qui sont raccordées ensemble et qui forment un ensemble qui est très harmonieux et très cohérent, auquel on a ajouté ici les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ces formes sont en écho aux corps platoniciens. Les 5 corps platoniciens sont des volumes réguliers et qui sont contenus dans cette géométrie, donc qui représente, selon la tradition, les 4 éléments sur la Terre. Et le 5e étant englobant les 4. Donc c'est sur la forme de 12. Alors donc les jardins d'eau vive là sont venus se greffer sur l'atelier Coralis qui était au départ qui a été créé en 1992 et aujourd'hui l'atelier Coralis a muté en Ardèche, est devenu Aigatera. Donc tout ce qui est visible ici est produit chez Aigatera et donc ici on sert un petit peu d'exposition pour le successeur Jérémy Ponce, qui travaille dans la partie sud-est de la France. Voilà. D'accord. Et nous, ça fait un petit relais ici dans la partie plus au nord. Donc effectivement, à aujourd'hui, vous ventilez comment avec Monsieur Ponce? Toi, tu gardes toutes les petites structures et Monsieur Ponce les structures agricoles et de plus grande ampleur? Oui, alors on s'est organisé de telle sorte que lui, il fait tout ce qui est au-dessus, il fabrique tout ce qui est au-dessus de 15 kg. D'accord. Voilà. Et moi, je fabrique tout ce qui est en dessous de 15 kg. Et lui, il vend tout ce que nous faisons aussi. Et nous, on montre tout ce qu'il fait et qu'il vend sur notre gamme et la sienne. D'accord. Voilà, donc on est en partenariat justement pour pouvoir
rayonner plus largement, parce qu'il y a vraiment un besoin pour guérir l'eau qui est de plus en plus comment elle est touchée par le changement climatique. Dans les rivières, on voit qu'il y a des poches qui sont fermées maintenant parce que les rivières réduisent leur débit en été. Et donc il faudrait que l'on travaille aussi sur le mouvement des rivières. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Et en Allemagne, en Autriche, ça a bien commencé. Et on peut aussi travailler sur le mouvement de l'eau dans des eaux stagnantes, comme des bassins d'irrigation ou des choses comme ça. Alors, nous, on va toujours intégrer des plantes aquatiques, parce qu'elles servent aussi de digesteurs, voilà, sur les bordures. Et là, c'est intéressant de compléter le biotope avec la présence du végétal. Voilà. Alors, ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est que, contrairement aux idées reçues, c'est pas les racines qui filtrent, mais c'est Est-ce que tu peux me reparler du mouvement de vie qui se passe avec ces fameuses plantes aquatiques? Alors, les plantes aquatiques, elles ont un système racinaire qui est dans l'eau, par définition. Et la plante, elle capte l'oxygène de l'air et elle le transmet dans ses racines. Donc, autour des racines, des rhizomes ou toutes sortes de formations de racines qui sont au bord de l'eau, en fait, il y a les micro-organismes qui viennent s'installer autour parce que justement, ils trouvent l'oxygène nécessaire à leur existence. Et ils travaillent d'autant mieux qu'ils ont justement l'oxygène qui est procuré par la plante. D'accord. Alors, dans une bordure, ça va toujours bien fonctionner, mais quand on a des gros volumes d'eau, eh bien, il faut aussi rapporter plus d'oxygène dans le volume et par un mouvement qui va circuler dans l'ensemble du bassin. D'accord. Voilà. Alors soit c'est justement dans des zones qui sont des zones de rétention, des réservoirs comme ça, ou alors ça peut être pour des eaux de traitement que l'on met dans un contenant, une sorte de cubi de 1000 litres éventuellement, voilà, ou plus, 10 000 litres, et on fait circuler en circuit fermé avec une pompe douce, parce on travaille aussi sur la technologie des pompes. On ne met pas n'importe quelle pompe, et si en plus on travaille en basse tension, eh bien on a beaucoup moins d'effets électromagnétiques sur l'eau, parce que l'eau est réceptive de toutes sortes d'influences extérieures, et notamment l'électricité. Nous en parlons tout à l'heure par temps orageux, c'est ce qui fait que l'eau va travailler totalement différemment lorsqu'il y a de l'orage, lorsqu'il fait lourd. Oui, l'eau elle reçoit toutes ces énergies du ciel au moment de l'orage, et tous les jardiniers savent bien que une eau qui vient de la pluie est beaucoup plus porteuse de vie dans le jardin qu'une eau que l'on avec tout le soin qu'on peut lui apporter. Eh bien, on essaie de s'approcher d'une eau de pluie avec le brassage, mais rien ne remplace l'eau de pluie. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une recherche pour les générations futures. Comment aller jusqu'à approcher justement cette qualité de l'eau du ciel. Quelles sont les vertus de dynamiser cette eau, que ce soit pour l'agriculture, tu me parles des bassins de rétention comme celui qui est en bas, qu'on a vu tout à l'heure. Quels sont les avantages? Pourquoi pas la laisser stagnante? Pourquoi la dynamiser? Pourquoi la faire vivre comme ça? Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'une eau qui est oxygénée, avec de l'air, sur une canalisation, alors ça se fait en industrie agricole, sur une canalisation qui achemine de l'eau sur des grands champs, eh bien, ils mettent des compresseurs pour insuffler de l'air, parce qu'ils se rendent compte que l'eau qui est oxygénée par de l'air, eh bien, elle est plus porteuse de vie pour le végétal. Alors nous, ce qu'on apporte en plus avec des cascades, justement, c'est de procurer non seulement le mouvement, l'air qui arrive par le brassage aérien, à ciel ouvert, mais justement une exposition à la lumière qui est optimisée par ces vases qui ouvrent l'eau à la lumière du ciel, quoi.
Et sur tes fontaines, on retrouve non seulement effectivement le mouvement vertical, mais on trouve également le mouvement de balancier que tu expliques sur les planches. C'est la particularité de toutes tes fontaines, on va avoir ce balancier systématiquement. Oui, le mouvement de balancier, c'est ce qui permet aussi de retenir l'eau plus longtemps dans son écoulement en gravitaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles prennent le temps de descendre vers le bas pour justement être plus exposées aux forces extérieures. D'accord. T'en es où dans tes recherches? Est-ce que tu continues à faire des recherches? Alors oui, je continue à faire des recherches parce que il y a toujours à faire en termes de mouvement d'eau. On peut toujours créer de nouvelles pièces qui soient soit esthétiques, soit fonctionnelles, ou les deux. Et justement, là, je travaille maintenant sur une forme pour la boulangerie, parce qu'il y a des boulangers qui apprécient de dynamiser leurs eaux lorsqu'elles ont été filtrées, parce que de plus en plus, ils sont obligés de filtrer les eaux. Et une eau qui est filtrée est parfois dénaturée, parce qu'il ne reste plus que H2O quelque part. Donc c'est bien de la dynamiser, de l'informer éventuellement aussi avec des minéraux, ça peut être quelque chose d'organique ou le contenant, voilà. Alors l'objectif c'est d'aller vers une vasque en céramique, voilà, qui va brasser les eaux qui sont acheminées dans le pétrin. D'accord. Voilà. Et puis une réalisation pour la table, ça fait partie de mes objectifs. D'aller encore plus loin sur la dynamisation par le mouvement avec des quantités plus importantes pour ceux qui ont besoin de plus d'1 litre à dynamiser à la fois. D'accord. Effectivement, on va voir ton système de tornado. Donc on l'a compris, l'avantage de dynamiser l'eau dans la nature pour des cultures, c'est une consommation, une eau de meilleure qualité, donc plus d'efficacité. Oui. L'avantage pour le corps, c'est une meilleure hydratation, comme tu l'as dit lorsque tu parles du tornado. Et donc ta version, ton évolution, en fait, tes recherches se tourneraient vers un tornado, mais plus pour une orientation restauration, par exemple? Oui, pourquoi pas, ou quelque chose qui soit encore plus esthétique et de plus grande capacité. Voilà. Là, on est sur un modèle de base, une réalisation qui est très pratique et très bon marché. Après, on peut monter un petit peu en gamme pour avoir quelque chose d'aussi plus agréable sur la table, d'une part, et encore plus agréable, parce que déjà on a des couleurs là, on a la transparence, La fameuse fleur de vie. Voilà, la fleur de vie, c'est très résistant, un verre très résistant aussi, et de haute qualité. Donc voilà, il faudrait qu'on aille. Je voudrais essayer de trouver aussi des verres organiques, pourquoi pas aussi. Je vais essayer toutes sortes de recherches à faire dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle, le tornado, il n'y a pas plus simple, puisqu'il s'agit de... On l'a vu en fonctionnement tout à l'heure, mais très concrètement, il s'agit vraiment de 2 carafes, d'un bouchon à vis à double pas. Il n'y a pas de mécanisme, donc pas de risque de panne. C'est juste le poids de l'eau et la texture de l'eau qui font que ça reste en suspension et qu'à un moment donné, ça s'optimise. Voilà, alors ici on a mis juste une information, une fleur de vie, comme je disais, qui est assez universelle, mais on peut y ajouter, on peut apposer des choses de ses intentions. Il y a des gens qui mettent d'autres signes, ou alors des phrases, un mot, voilà, d'intentions qu'ils veulent mettre à l'eau qui les ingère, parce que c'est quand même l'eau qui nous porte vie dans notre corps. Voilà. Et à chacun de trouver la formule qui lui convient sur la carafe. D'accord. Donc on peut peindre, on peut dessiner, on peut écrire toutes nos intentions pour programmer l'eau. Alors pour quelqu'un qui nous écoute, programmer l'eau, tiens, c'est un terme on échange les deux là-dessus, mais pour quelqu'un un néophyte qui découvre l'émission pour la première fois, qu'est-ce qu'une programmation d'eau? L'eau a une mémoire. Là, il faut aller rechercher dans les dernières recherches de Jacques Benveniste. Ça nous amène aux questions de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est de l'information. Il n'y a plus de substance, mais il y a de l'information. Et pourtant, ça soigne. Moi, en tant qu'éleveur, dans ma vie de vacher, j'ai soigné une bronchopneumonie avec des petites granules sur un bœuf. Voilà. Alors, il ne faut pas dire que l'homéopathie, c'est simplement de l'effet placebo. Là, on peut vraiment voir que ça a un effet rien que par de l'information. Donc, ce qui est
Je te coupe, excuse-moi, Non, mais je t'en l'effet prie. placebo sur un homme, on peut l'influencer. Tu me parles sur un bœuf, il triche pas le bœuf. S'il est malade et s'il va mieux à un moment donné, ce sera pas pour te faire plaisir, ce sera pas pour valider des croyances sur l'eau, c'est juste que c'est efficace sur lui. Voilà. Et j'avais à ce moment-là un bon médecin, un bon vétérinaire qui me suivait. Il m'a dit, il faut donner, d'ailleurs j'ai oublié lequel remède c'était, mais il m'a dit, tu donnes ces granules et tu vas voir ce que ça donne, tu me tiens informé. Et effectivement, en l'espace de quelques jours, tout s'était réglé, quoi. Et quand je mettais mon oreille sur la panse, j'entendais un sifflement, c'était assez puissant. Les petites granules ont résolu le problème, quoi. Donc voilà, dans l'eau, l'eau elle reçoit nos intentions, hein. Il y a les travaux de Masaru Emoto aussi qui ont été assez Oui, pour ça, révélateurs, j'allais venir, oui. des informations. Voilà, parce que c'est très parlant avec la méthode qu'il a développée. Et même s'il a été critiqué scientifiquement, je pense que ça a beaucoup évolué, sa méthode. Et quoi qu'il en soit, c'est révélateur de quelque chose qui nous montre que l'eau reçoit une information et qui peut être bonne ou mauvaise selon justement les conditions dans lesquelles on a travaillé cette eau, quoi. Voilà, il a fait des comparaisons avec une eau qui on a dit tu es sale, tu es... Ou alors... Des messages d'amour. Voilà, ou alors une eau dans laquelle on insuffle des intentions d'amour. Eh bien tout ça, ça a un impact sur notre vie interne, certainement, hein, à long terme, tout au moins. C'est important. D'où l'intérêt, effectivement, l'eau que l'on ingère tous les jours, autant lui mettre une programmation et des intentions plutôt sympathiques. Oui, dans le passé, on avait tout le... On ne s'imagine pas comme les civilisations qui nous ont précédés mettaient l'accent sur la valeur artistique qui entourait, que ce soit dans la culture du quotidien, hein, parce qu'on vénérait le sacré. Voilà, dans l'architecture aussi, l'architecture des églises, des cathédrales, et des temples, de toutes sortes de choses qui nous entourent autour de la Terre. Et aujourd'hui, l'eau est devenue un élément banal qui sort du robinet. On en a le besoin juste entre le robinet et puis le bon d'évacuation. On prend ce qu'on a besoin et puis après... voilà, mais qu'est-ce qu'il y a eu en amont et qu'est-ce qu'il y a en aval? Ça, on va devoir de plus en plus mettre de la conscience dans tout ça. Et justement, mettre des bonnes intentions dans l'eau que l'on ingère et en l'utiliser à bon escient, parce que si on met de la conscience dans l'eau que l'on consomme, on en consomme moins. Si on met de la conscience dans l'eau qui nous aide à laver, ben on peut peut-être laver avec moins d'eau aussi et mieux respecter cet élément qui fait le pont entre le ciel et la terre, hein. C'est elle qui se transforme en minéral quand elle est glace et qui devient un gaz invisible lorsqu'elle est soumise à l'air et la lumière. C'est quand même un mystère tout ça, hein. C'est vrai. C'est vrai. On est tous issus d'un milieu aquatique, on le rappelle, puisqu'on était Voilà. 9 mois dans le ventre de notre mère, donc c'est quelque chose, c'est un liant, c'est le liant de toute la vie, l'eau, en fait. Voilà. Et on est ici, on est passé par le stade de la méduse, hein, 97% d'eau, hein, même plus, 99. Et si l'eau est dans la cellule, ben voilà, on est un sac d'eau, hein. On est bien plus que 70-75% d'eau pour un bébé, comme on dit traditionnellement. Mais en fait, l'eau est vraiment partout et c'est elle qui nous anime et c'est grâce à elle que tout le mouvement est possible sur cette planète, hein. Tout à fait. Et moi, je retiens vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Au-delà du produit de consommation courante tel qu'on voit l'eau aujourd'hui, aussi bien dans les rayons des supermarchés qu'à notre robinet, il faut quand même rappeler que toutes les cultures, toutes les religions ont toujours vénéré l'eau, des vertus de purification, des vertus, quelle que soit la coloration de la religion, toutes les religions sont d'accord pour dire que l'eau, c'est quelque chose de sacré et qu'il faut respecter. C'est ça. C'est des choses à transmettre aux futures générations. Eh ben, je te remercie beaucoup, Michael, pour ce partage de passion.
Je rappelle là c'est une émission enregistrée, les internautes vont poser des questions et ce que je te propose c'est dans une semaine après la diffusion de l'émission ou au téléphone ou en visu, on va répondre aux quelques questions qu'auront posées les internautes durant le visionnage Avec plaisir. de ton programme. Merci à toi. Eh ben merci bien. On va dire au revoir aux téléspectateurs et on se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée. Prends soin À de toi, bientôt. Mickaël. À bientôt, Merci. Jérôme. Au revoir.